Que se passe-t-il quand l'ambition se transforme en obsession mortelle? Dans une petite ville tranquille de l'Ohio, un magasin de peinture devient le théâtre d'une cauchemar, du sang sur le comptoir. Menottes froissées avec des chiffres, 90 000, 45 000, 30 000, 50 000 dollars manquent dans un coffre fort verrouillé, et 2 corps, un propriétaire respecté et une jeune caissière avec toute la vie devant elle. Ce n'est pas un simple vol, c'est une histoire de cupidité, de trahison et d'un plan qui a dérapé. Ce soir, nous plongeons au cœur d'une affaire criminelle choquante qui a secoué Dayton, les meurtres du magasin de peinture, qui a appuyé sur la gâchette, et Quest, ce qui les a poussés à détruire 2 vies. Warsay avec nous, alors que nous dévoilons chaque rebondissement, chaque indice, et un mobile qui vous laissera sans voix. Avant de commencer, mettez un pouce bleu si vous aimez les énigmes, et écrivez dans les commentaires maintenant, selon vous, qui est le meurtrier, votre théorie pourrait être la bonne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater la vérité choquante. Imaginez Dayton, Ohio, en 2024, une ville paisible où les centres commerciaux bruissent de la vie quotidienne, des familles prennent un café, des entrepreneurs achètent des fournitures. Au cœur de l'une de ces centres se trouve Brightco Paints. Un magasin de peinture familial, pilier de la communauté depuis des années, c'est le genre d'endroit où l'on s'attend à des discussions amicales sur les nuanciers, pas à un crime qui fait la une. Mais sous les boîtes de peinture colorées, les tensions couvaient, ambitions qui s'entrechoquent, secrets qui s'accumulent. Brightco ne vendait pas seulement de la peinture, c'était une cocotte minute prête à exploser. Rencontrons les personnes prises dans cette toile mortelle. D'abord, Henry Walsh, 45 ans, le propriétaire ambitieux de Brightco, charismatique, têtu et farouchement protecteur de son entreprise. Henry a bâti le magasin de toutes pièces. Pour lui, ce n'était pas juste un commerce, c'était son héritage, mais son besoin de contrôle. Cela agaçait certains. Ensuite, Tammy Rudd, seulement 19 ans, la caissière au sourire chaleureux. Mana économisait chaque centime pour l'université, rêvant d'une vie plus grande. C'était le genre de fille qui restait tard pour aider, sans savoir que cela lui coûterait tout. Maintenant, voici Mick Bennett, 32 ans, ancien vendeur chez Brightco. Charmeur et ambitieux, Mick avait un don pour décrocher de gros clients, mais aussi une rancune plus grande que ses contrats. Sa femme, Laura Bennett, 30 ans, était l'ancienne comptable du magasin. Méticuleuse, intelligente et secrètement rancunière, Laura avait transformé les finances de Brightco en une machine bien huilée. Ensemble, ils avaient de grands rêves, des rêves qu'Henry ne les laissait pas réaliser. Il y a aussi Sarah Walsh. La femme d'Henry, 42 ans, la main ferme derrière son ambition. Elle l'aimait passionnément, mais connaissait-elle les ennemis qu'il se faisait, gérant le magasin au quotidien? Tom Carter, 38 ans, le manager de Brightco, fidèle à Henry. Tom connaissait chaque dollar qui passait par le magasin, peut-être trop pour son propre bien. En dehors du magasin, Karen Rudd, la mère de Tammy, 50 ans, élevait sa fille seule, plaçant ses espoirs dans l'avenir brillant de Tammy. Et puis il y a Ed Masson, 48 ans, un entrepreneur bourru qui cesse de disputer avec Henry à propos de marchés douteux. Chacun de ces individus a joué un rôle dans l'ascension de Brightco et dans sa chute en octobre 2024, Brightco Paints prospérait et décrochant des contrats de plusieurs millions, mais le succès avait un coût, les rancunes s'amplifiaient, les promesses étaient brisées et quelqu'un était sur le point de craquer. Quest, ce qui les a poussés à bout, découvrons-le. Nous sommes le 15 octobre 2024, juste après 20 heures à Dayton, Ohio. Le centre commercial autour de Brightco Paints est plongé dans l'obscurité, la plupart des magasins fermés pour la nuit. La terrière, les néons vacillent sur une scène tous trois sortis dans Cauchemar. Henry Walsh, le propriétaire, j'y affalé derrière le comptoir. Une balle dans la poitrine, du sang s'accumule autour de lui, tachant le sol. À proximité, Tammy Rudd, la jeune caissière, est effondrée près de la machine à café, la gorge tranchée, les yeux figés par le choc. 50 000 dollars de l'argent liquide provenant d'un gros contrat ont disparu du coffre-fort. Sur le bureau d'Henry, une note froissée repose griffonnée de chiffres, 90 000, 45 000, 30 000, 10 000, 4 000. Que signifie-t-il? Un plan, une dette ou quelque chose de bien plus sombre? La police envahit la scène, dirigée par l'inspectrice Rachel Bruck, une flic déterminée avec un flair pour repérer les mensonges. L'air est lourd de questions. 2 tasses de café sont posées sur le comptoir, l'une à moitié bue, l'autre intacte. Henry rencontrait-il quelqu'un en qui il avait confiance? Le coffre-fort est intact, aucun signe de fraction. Celui qui a fait ça savait exactement où chercher. L'équipe
Dès Rachel découvre que 2 armes ont été utilisées, un revolver pour Henry, un couteau pour Tammy. Pourquoi ? Était-ce un travail d'équipe ou un crime qui a dégénéré ? Il n'y a pas de vidéosurveillance dans le magasin. Henry était old school. Il faisait confiance à son instinct plutôt qu'aux caméras. Cette confiance lui a coûté la vie. Le premier appel vient d'un livreur qui a remarqué les lumières allumées tard et a jeté un œil à l'intérieur. Il est secoué, bredouillant à propos de trop de sang, puis Karen Rudd, la mère de Tammy, arrive, poussée par un mauvais pressentiment quand Tammy n'a pas envoyé de message après le travail. Ses cris résonnent lorsqu'elle voit le corps de sa fille. Ce n'était qu'une gamine, sanglote, car elle économisait pour l'université qui fait ça. Rachel note, Tammy, elle aurait pas dû être là après 19h. Pourquoi est-elle restée ? Première théorie fuse, un vol qui a mal tourné. Large le suggère, mais la brutalité semble personnelle, peut-être un client mécontent, escroqué par l'une des deals dures d'Henry, ou quelqu'un de Brightco qui connaissait la combinaison du coffre. Ces chiffres sur les notes obsèdent Rachel, ils ne correspondent pas à 50 000, ni à rien d'évident. Sont-ils un indice du mobile du tueur, ou juste une diversion ? Pas une chose est claire, ce n'était pas un hasard. Quelqu'un a planifié ça, quelqu'un avec une rancune. Avant d'aller plus loin, faisons une pause. Pourquoi 2 armes pour 2 victimes ? Était-ce un complot froidement calculé ou un moment de panique ? Partagez vos pensées dans les commentaires. Que vous dit votre instinct sur ce crime ? Le soleil se lève sur des tons, mais le froid des meurtres de la veille persiste. L'inspectrice Rachel Brooks se tient dans Brightco Paint, fixant cette note énigmatique, 90 000, 45 000, 30 000, 10 000, 4 000, ce n'est pas un décompte des 50 000 volés, c'est autre chose qui la ronge. La scène de crime était fouillée pour des empreintes, des fibres, n'importe quoi, mais elle est propre, trop propre. Rachel sait que ce n'était pas un vol impulsif, celui qui a tué Henry Welch et Tammy Reed avaient un plan et ils n'ont pas fini de couvrir leurs traces. L'équipe de Rachel se met au travail, ils établissent des barrages routiers à travers des tons, espérant que les tueurs n'ont pas filé dans la nuit. Les relevés téléphoniques sont examinés, les témoins interrogés, les alibis de chaque employé vérifiés. Le centre commercial est calme dès 19h la plupart des soirs, mais quelqu'un a vu quelque chose, un couple traînant sur le parking au crépuscule, les visages difficiles à distinguer, étaient-ils en repérage ou juste de passage ? L'instinct de Rachel lui dit qu'ils sont clés, mais pour l'instant, elle a des suspects plus proches. D'abord, Tom Carter, le manager de Brightco, 38 ans, celui qui faisait tourner le magasin. Tom connaissait la combinaison du coffre et le moment exact où l'argent était déposé comme les 50 000 livrés hier. Il est nerveux quand Rachel l'interroge, des gouttes de sueur perlant sur son front. « Je suis parti à 18h, insiste-t-il. J'ai pris un burger chez Dino Dinner, mais son téléphone a été localisé près de Brightco à 1905 Pile, dans la fenêtre des meurtres. T'en jure ? Et que c'est une erreur, dit qu'il a oublié sa veste et est passé rapidement, mais n'a pas entré. Rachel insiste, vous saviez qu'Henry avait du liquide, vous vouliez une part. Le regard de Tom fuit, mais un reçu du dîner corrobore son histoire, à peine, il n'est pas tiré d'affaire. Tom admet qu'Henry était un patron dur, refusant toujours les augmentations, suffisant pour le pousser à bout, peut-être. Ensuite, Sarah Walsh, la femme d'Henry, 42 ans, désormais veuve, confrontée à un avenir sans son roc. Sarah hérite de Brightco et des rumeurs en ville disent qu'elle et Henry se disputaient sur la vente de l'entreprise. Elle voulait s'agrandir, elle voulait de la stabilité. Aurait-elle voulu l'éliminer ? Rochelle la trouve chez elle, les yeux rougis par les larmes. Henry était tout pour moi, sanglote Sarah. On se disputait bien sûr, mais je ne lui aurais jamais fait de mal. Son alibi est solide. 6 femmes de son club de lecture jurent qu'elle était là de 18h à 21h. Pourtant, Rachel se demande, Sarah en savait-elle plus sur les ennemis d'Henry qu'elle ne le dit ? Le chagrin peut cacher des secrets. Puis il y a Ed Masson, 4 ans entrepreneur colérique, avec une rancune. Ed fournissait Brightco depuis des années, mais un contrat de 100 000 $ a mal tourné le mois dernier. Henry l'a sous-payé, prétendant que les matériaux étaient défectueux. Ne menaçait de poursuivre assez fort pour que la moitié du centre commercial l'entende. Il m'a arnaqué, grogne Ed quand Rachel le retrouve dans un bar miteux. Elle prétend avoir bu pendant les meurtres, mais la mémoire du barman est floue. Il dit qu'elle était là, peut-être. Pire encore, un voisin a vu le camion de près de Brightco ce soir-là. Rachel insiste, où étiez-vous vraiment ? Ed. Il se tait, mais il n'y a ni sang, ni argent, ni armes dans son camion, une impasse, ou un camouflage astucieux. Plus rare le Rachel creuse, plus ça se complique. Ces chiffres sur la note ne correspondent ni au salaire, ni aux factures, ni aux dettes.
Était-ce une négociation qui a mal tourné? Une liste de cibles. Elle repense aux détails de la scène. 2 tasses, l'une utilisée, l'autre non. Henry attendait de la compagnie, quelconque Quill n'a pas verrouillé dehors. Tammy, pauvre Tammy, n'aurait même pas dû être là, elle est restée tard, peut-être pour réapprovisionner les rayons ou aider Henry. La voix de Karen Rudd entre échelle, son plaidoyer dit « Soir, ma fille économisait pour l'université, elle ne méritait pas ça. La mort de Tammy semble être un dommage collatéral, mais pourquoi a-t-elle vu? Un nouvel indice arrive, un livreur mentionne avoir entendu des voix élevées à Britco vers 18845, juste avant la fermeture, pas assez pour identifier quelqu'un, mais ça resserre la chronologie. L'équipe de Rachel fouille les dossiers des employés, cherchant quelqu'un avec un mobile. Tom reste nerveux, Sarah trop parfaite, est trop en colère, mais ce couple sur le parking continue de la tarauder. Qu'était-il? Rachel ordonne à son équipe d'élargir le filet, anciens employés, vieux clients, tous ceux qu'Henry a contrariés. Ce n'était pas un hasard, quelqu'un connaissait Britco sur le bout des doigts, arrêtons-nous un instant, prenons une respiration. 3 suspects, un couple manquant, et une note qui ne colle pas. Sur qui pariez-vous? Tom, Sarah, Où est ce mystérieux duo? Qui est la vraie clé? Partagez votre hypothèse dans les commentaires, et voyons si vous devancez l'inspectrice Brooks. L'inspectrice Rachel Brooks courte. Après des ombres, les meurtres à Britco Pence ont mis des tons en émoi, mais les indices, ces chiffres cryptiques, les 50 000 disparus, les 2 tasses refusent de désigner un tueur clair. L'alibi de Tom tient de justesse, le chagrin de Sarah semble réel, la colère de est bruyante, mais ses mains sont propres. Ce couple aperçu sur le parking semble être la pièce manquante, mais ils sont des fantômes, pas de nom, pas de visage. Rachel commence à se demander si la réponse ne se trouve pas dans le présent, mais enfouie dans le passé de Britco. Et c'est là que l'enquête prend un virage brusque. Remontons en 2023, un an avant les meurtres. Britco Pence aidait, en pleine ascension, et 2 employés étaient ses armes secrètes, Mick Bennett, 32 ans, un vendeur à la langue d'argent, et sa femme, Laura Bennett, 30 ans, une comptable qui faisait chanter les chiffres. Mick était un as des contrats, décrochant des deals qui ont transformé Britco, dont petit magasin, en un acteur à $1 million. Entreprise de construction, promoteur, tous signés grâce à lui. Laura, quant à elle, était le cerveau en coulisses. Elle a restructuré les comptes chaotiques de Britco, trouvé des avantages fiscaux et économisé des milliers. Ensemble, ils formaient une équipe redoutable, rêvant de plus grand, une part dans l'entreprise, une part des profits qu'il avait gagnés. Mais Henry Walsh voyait les choses autrement. Pour lui, Mick et Laura étaient des employés, pas des associés. Mick entrait dans son bureau, débordant d'idées, on double vos ventes, disait-il, donnez-nous une part 5%, c'est juste. Laura le soutenait, ses tableurs montrant une croissance de millions. Henry ne démordait pas. Vous avez un salaire, lançait-il, je prends les risques, je garde les récompenses. Il proposa des augmentations, 2000 par mois pour Mick, 1000 pour Laura, des miettes comparées au contrat que Mick décrochait, ça faisait mal. Mick avait l'impression de construire l'empire d'Henry tout en recevant des miettes. La rage silencieuse de Laura grandissait, elle avait tout donné à Britco, et Henry la traitait comme une simple employée. Fin 2023, les tensions ont explosé. Mike a insisté une dernière fois pour une part. Henry s'est moqué de lui. Vous voulez des parts? Ouvrez votre propre magasin. Ce n'était trop. Mike et Laura ont claqué la porte, quittant Britco sur le champ. Les Dayton, on disait qu'ils avaient quitté la ville, peut-être pour Cleveland ou Columbus. Mais ils n'ont pas oublié le charme de Mick, cachait une obsession croissante, il comptabilisait chaque contrat qu'il avait remporté, convaincu qu'Henry lui devait un demi-million de ses profits. Laura, toujours calculatrice, alimentait ce feu, recalculant ce qu'il méritait, il n'était pas juste en colère, il complotait. Des retours au présent, l'équipe de Rachel fouille les anciens dossiers des employés de Britco, les noms de Mike et Laura surgissent avec une note amère d'Henry, bon débarras, trop avide, l'instinct de Rachel se mêle. Avide au point de tuer, elle vérifie leur nom dans le système, rien de récent, mais un tuyau arrive, un appel depuis un téléphone prépayé au bureau de Tom, tracé jusqu'à un motel à Cleveland. Le réceptionniste du motel se souvient d'un couple correspondant à la description de Mike et Laura, et l'appel mène à la sœur de Laura, qui jure ne rien savoir de leur plan. Le pouls de Rachel s'accélère. Mick et Laura étaient-ils de retour à Dayton? Savait-il qu'Henry gardait du liquide dans le coffre? L'enquête pivote. Rachel envoie des agents vérifier les motels autour de Dayton, espérant attraper les Bennett avant qu'ils ne disparaissent à nouveau. Elle repasse la scène de crime dans sa tête, les tasses, le coffre-fort. Henry A.
Laisser entrer quelqu'un qu'il reconnaissait. Mike et Laura ont travaillé pour lui pendant des années. Il leur est ouvert la porte sans hésiter. Mais pourquoi Tammy? Rachel rend visite à Karen Reed, la mère de Tammy, qui sert une photo de sa fille au cimetière. Tammy est testé tard pour aider, murmure Karen. Elle aidait toujours. Pourquoi l'ont-ils prise? La gorge de Rachel se noue. Tammy n'était pas la cible, elle était juste là, versant du café, prise dans la rage de quelqu'un. Une autre indice émerge, un employé du centre commercial se souvient avoir vu une voiture comme la vieille berline de Mick, près de Brightco une semaine avant les meurtres, roulant lentement, comme pour repérer les lieux. L'équipe de Rachel récupère des images de caméras de circulation, mais elles sont floues, rien de solide pour l'instant, pourtant les pièces s'assemblent. Mike et Laura avaient un mobile, l'opportunité et la connaissance des routines de Brightco, mais un mobile n'est pas une preuve. Rachel a besoin des armes du crime, de l'argent ou d'une confession pour les coincer. Faisons pause, ça chauffe. Mick et Laura semblent avoir une sacrée rancune, mais sont-ils des tueurs? Point où Rachel suit, elle, une fausse piste. Tentez, que feriez-vous si votre patron vous volait vos rêves? Restez, la vérité est plus proche que vous ne le pensez. L'inspectrice Rachel Brooks se rapproche. Les meurtres à Brightco Pines ont secoué des tons et les indices pointent enfin vers quelque chose de concret. Mick et Laura Bennett, les ex-employés rancuniers, ne sont plus juste des noms dans un dossier, ce sont des suspects en fuite. L'appel du téléphone prépayé tracé jusqu'à un motel à Cleveland, le témoin qui a vu une voiture comme celle de Mick près du centre commercial, le fait qu'il savait qu'Henry gardait du liquide dans le coffre, tout s'aligne. Mais Rachel a besoin de preuves solides, quelque chose qui les relie au sang sur le sol de Brightco. Le temps presse et elle ne les laissera pas s'échapper. L'équipe de Rachel agit vite. Il passe au crible les motels de Laurendio, se concentrant sur un établissement miteux juste à la sortie de Columbus, à une centaine de kilomètres de Dayton. Un employé identifie un couple correspondant à la description de Mick et Laura, arrivé il y a 2 jours, payé en liquide discret. L'instinct des Rachel hurle que c'est elle dirige un raid à l'aube, le cœur battant alors que les officiers encerclent le motel. La porte de la chambre 12 s'ouvre et les voilà, Mike, les yeux fatigués, les mains levées, Laura impassible, serrant un sac de voyage dans le sac, rien ni argent, ni art même, mais Rachel remarque les regards furtifs de Mike, les doigts tremblants de Laura, il cache quelque chose. La salle d'interrogatoire est froide, l'atmosphère lourde de tension. Rachel commence avec Mick, exposant la chronologie. Vous étiez à Brightco ce soir-là, n'aste ce pas. Vous saviez qu'Henry restait tard, que le coffre était plein. Mick se tortille, s'en tient aux dénégations. On a quitté Dayton il y a 1 an. Marmonted Hill, on n'a pas vu Henry depuis, mais Rachel en a assez des jeux. Elle glisse une photo de la note énigmatique, 90 000, 45 000, 30 000. Vos chiffres, Mike, vous calculiez ce qu'Henry vous devait à sa mâchoire se crispe là, elle sait qu'elle le tient. Laura passe ensuite, sa froideur se frite sous la pression. Rachel insiste, Tammy Reed avait 19 ans. Laura, elle s'est fait du café, elle ne vous faisait rien. Pourquoi devait-elle mourir? Les yeux de Laura brillent, mais elle reste silencieuse. Rachel double la mise, révélant le tuyau du motel et l'observation de la voiture. On fouille chaque mètre de cet itinéraire, dit-elle. On trouvera le revolver, le couteau, l'argent, ça brise Mick. Ils se fondent, la voix baisse. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Henry, il a volé notre avenir. Laura intervient, la voix tranchante, il nous devait ça, on voulait juste ce qui nous revenait, la vérité jaillit, le 15 octobre 2024, 19h, Mike et Laura entrent dans Brightco, se faisant passer pour de vieux amis de passage. Henry, surpris mais pas méfiant, les laisse entrer, Tammy était là, réapprovisionnant les rayons, inconsciente, Mick verrouille la porte, sort un revolver de sa veste, on veut notre part, exige-t-il 50 000 maintenant. Henry ricane. Comme toujours, vous n'êtes pas associé, vous n'êtes rien, les mots frappent Mike comme une allumette sur de l'essence, il lève l'arme. Criant sur les millions qu'il a rapportés, Henry rit puis s'arrête quand le premier coup part, le tuant sur le coup. Tammy entend le bruit, accourt et se fige en voyant le corps d'Henry. Laura panique, attrape un couteau dans son sac, un plan B qu'ils espéraient ne pas utiliser. Elle nous a vus, murmure Laura dans l'interrogatoire, des larmes coulant, elle aurait parlé avant que Tammy ne puisse crier, Laura lui tranche la gorge, la jeune fille se fondre. Mac et Laura forçant le coffre, prennent les 50 000 et s'enfuient, laissant la note derrière, les rêves griffonnés de Laura sur leur profit, jamais destinés à être trouvés, ils pensaient s'en tirer, l'équipe de Rachel fouille.
Ruisseau près du motel, suivant une intuition, les plongeurs récupèrent un revolver et un couteau, couverts de boue mais correspondant aux armes du crime. La balistique confirme que le revolver a tiré la balle dans la poitrine d'Henry. De traces de sang sur le couteau correspondent à Tammy. L'argent a disparu, Mike admet qu'ils l'ont dépensé, payant des dettes et se cachant. C'est fini, Rachel ne ressent aucun triomphe, juste un poids lourd. 2 vies éteintes pour une rancune et un sac d'argent. La nouvelle frappe Dayton de plein fouet. Sarah Welch, la femme d'Henry, se fondre quand Rachel le lui annonce, sanglotant. Il travaillait pour lui, il leur faisait confiance. Et pourquoi la cupidité pour Karen Reid, la mère de Tammy, fixe le vide à la station de police, serrant l'ancienne candidature universitaire de Tammy. Ma fille est morte pour rien, murmure-t-elle. Rien, avant de continuer, arrêtons-nous. Avez-vous vu venir ce rebondissement? Mike et Laura, le couple en or, devenu tueur. Qu'auriez-vous fait à leur place? Partir ou lutter pour ce que vous pensiez être votre dû? Partagez vos pensées dans les commentaires et découvrons les retombées ensuite. La salle d'interrogatoire devient silencieuse, mais le poids de la confession de Mick et Laura Bennett persiste. L'inspectrice Rachel Brooks sort, son esprit rejoint leurs mots. Il nous devait ça, 50 000 $ et deux. Vice Henry Walsh et Tammy Reid disparus pour une rancune qui a trop longtemps fermenté. Les preuves sont irréfutables, le revolver et le couteau sortis du ruisseau, les empreintes de Mick, le sang de Tammy. Mode échappatoire, Dayton, Ohio, attend la justice, mais aucun verdict ne peut effacer la douleur laissée derrière. Au printemps 2025, Mike et Laura font face à leur procès dans une salle d'audience bondée du comté de Mont. L'accusation expose tout meurtre au premier degré pour Henry, prémédité et froid, meurtre au second degré pour Tammy, un acte de panique qui n'a pas épargné sa vie, des accusations de vol s'ajoutent pour les 50 000 $. Mick tente de jouer la victime, affirmant que l'injustice d'Henry l'a poussé à bout, Laura reste silencieuse, les yeux rivés au sol, le juge ne se laisse pas convaincre. Vous avez choisi la cupidité plutôt que l'humanité, dit-il, sa voix perçant la salle. Eux deux sont condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération, sans espoir de revoir la liberté. Le marteau tombe et Dayton respire, mais ce n'est pas du soulagement, juste une conclusion. Bright Coppins ne survit pas au scandale. La devanture du centre commercial reste vide, son enseigne se façant sous les cieux gris de l'Ohio. Sarah Walsh, la veuve d'Henry, ne peut pas continuer. Elle vend la propriété à perte et déménage en Floride, cherchant un nouveau départ loin des souvenirs. Ses amis disent qu'elle est plus silencieuse maintenant, hantée par la trahison de personnes qu'Henry considérait comme fiables. Elle a travaillé si dur, a-t-elle dit à un journaliste, et pourquoi point mourir pour quelques billets? Sarah essaie de se reconstruire, mais certaines cicatrices ne se fassent jamais. Karen Reid, la mère de Tammy, transforme son chagrin en quelque chose de lumineux. Elle crée un fonds de bourse au nom de Tammy, aidant les jeunes locaux à poursuivre leur rêve universitaire comme sa fille. Lors de la première cérémonie de remise, la voix de Karen se brise alors qu'elle tend un chèque. Tammy était ma lumière, dit-elle, cela la garde en vie. Dayton se rallie à elle, mais Karen visite la tombe de Tammy tous les dimanches, murmurant des excuses pour un monde qu'il a laissé tomber. La ville ressent les répercussions. Les entrepreneurs qui dépendaient de Brightco cherchent de nouveaux fournisseurs. Les voisins échangent des histoires, stupéfaits que Mick et Laura, autrefois le couple que tous enviaient, aient pu tomber si bas. La confiance se frite dans les cercles soudés de Dayton. Les gens verrouillent leurs portes plus fort désormais. Cette note cryptique avec ses chiffres 90 000, 45 000, 30 000 devient une légende sinistre, un rappel de ce que l'ambition peut devenir lorsqu'elle est nourrie de ressentiment. Quelle est la leçon ici? Mick et Laura pensaient pouvoir prendre un raccourci vers le succès, que voler ce qu'ils estimaient leur revenir les libérerait, mais la cupidité ne construit pas, elle détruit. Henry n'était pas parfait, son entêtement allumait la mèche. Tammy, elle, était innocente, une spectatrice prise dans la guerre de quelqu'un d'autre, le travail acharné, la patience, l'honnêteté, voilà ce qui forge un véritable héritage, pas une arme et un couteau. Dayton guérit lentement, mais n'oubliera jamais la nuit où Bright Coppins cesse teinté de rouge. Prenons un moment, la justice a été rendue, mais à quel prix? Que pensez-vous? Les choix d'Henry ont-ils joué un rôle ou tout repose sur Mick et Laura? Point commenté ci-dessous et parlons de ce qui suit. Et voilà la vérité glaçante derrière les meurtres du magasin de peinture. Mike et Laura Bennett pensaient pouvoir réécrire leur histoire avec une arme, un couteau et un sac d'argent. Au lieu de cela, ils ont écrit une tragédie, prenant la vie d'Henry Walsh, l'avenir de Tammy Reid et leur propre liberté. Dayton, Ohio, ramasse les morceaux, mais les cicatrices de cette nuit d'octobre sont profondes.
Sarah Welch recommence, loin du magasin que son mari aimait, car Henry garde la mémoire de Tammy vivante, une bourse à la fois, et une ville qui faisait confiance à ses voisins regarde maintenant chaque ombre avec suspicion. Cette affaire vous marque, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste un crime, c'est ce qui arrive quand l'ambition se tord dans quelque chose de plus sombre. Vous êtes-vous déjà senti trahi, comme Mike et Laura Point, peut-être au travail, où vos idées ont construit le succès dans autres, mais sans reconnaissance? Où est la frontière entre se battre pour ce qui vous revient et se perdre dans la cupidité? C'est la question que cette histoire nous laisse. Henry n'était pas irréprochable, il s'accrochait à son empire, aveugle à la rancune qu'il suscitait. Mais Tammy, elle n'était qu'une gamine avec des rêves, prise dans un combat qui n'était pas le sien. Ça fait réfléchir. Jusqu'où iriez-vous pour réclamer ce que vous pensez être votre droit avant de nous quitter? Impliquons-vous? Et si cette histoire vous a captivé, mettez un pouce bleu, ça nous aide à vous offrir plus de récits criminels comme celui-ci. Commentez Mike et leur a mérité la prison à vie, ou Henry, athée, il contribuait à son sort. Peut-être pensez-vous que la mort de Tammy aurait pu être évitée. Quelle est votre opinion? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune histoire. Et rejoignez notre communauté Discord pour discuter de cas comme celui-ci avec d'autres fans de crime. Votre voix compte, continuons la conversation. Oh, et une dernière chose, la semaine prochaine, nous nous rendons dans un dîner endormi de l'Indiana, où un service de nuit cache une trahison que vous ne verrez pas venir. Une autre histoire criminelle qui vous tiendra éveillé. D'ici là, restez vigilants, restez en sécurité et demandez-vous quel est le véritable coût de la poursuite de vos rêves. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans les commentaires et bientôt ici.